Donc il y a cette espèce de moment qui n'est pas réel, où on est totalement absorbé par la sensation que l'on est en train de vivre, mais elle dure un instant ou elle dure une nuit, on n'en sait rien. Oui, exception, excepté que je ne savais pas que tu parlais d'un rêve. Oui, oui. Et donc, dans ma description, je suis revenu sur le discours et je captais cette séquence de mouvement. Tout à fait, mais je veux dire, si on prend la séquence de mouvement, on se dit, tiens, c'est exactement ça, la présence, quand on est complètement humilié, on est les yeux dans le regard des autres, le contact avec les lèvres, etc., blablabla. Enfin, bref. Ça va t'énerver. J'ai entendu ça et j'ai trouvé ça très beau. Merci. Alors, dans le texte, c'était un rêve. Merci de ta contribution. Alors, on l'a connu ça aussi, il faut savoir s'y abandonner un petit peu. Langueur d'amour. Langueur d'amour. Langueur, état subtil du désir amoureux éprouvé dans son manque, hors de tout vouloir saisir. Le satyre dit « Je veux que mon désir soit immédiatement satisfait. Si je vois un visage qui dort, une bouche entrouverte, une main qui traîne, je veux pouvoir me jeter dessus. » Ce satyre figure de l'immédiat. Ce satyre figure de l'immédiat est le contraire même du langoureux. Dans la langueur, je ne fais qu'attendre. Je ne finissais pas de te désirer. Je ne finissais pas de te désirer. Le désir est partout, mais dans l'état amoureux, il devient ceci de très spécial, la langueur. C'est joli ça aussi. C'est joli de se dire qu'effectivement on est encore aussi constamment dans l'attente. Tout le texte de Barthes, et tout le texte, exactement, il est dans le virtuel en fait. On est constamment dans le virtuel pour peu qu'on y réfléchisse un petit peu. On est dans le virtuel de la relation, on est dans l'attente, on est dans le désir, et il y a une espèce de complaisance dans cette attente. Ou dans l'érotisme. Oui, mais dans l'érotisme fantasmique, il n'est jamais réel. Ce qui est intéressant, c'est l'attente, c'est le désir inassouvi. À partir du moment où il a lieu, c'est plus intéressant. Bon, c'est vrai, ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est plus intéressant. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce qui vient avant. C'est cette langueur, c'est cette attente, c'est le désir. Et c'est bien ça, ces fragments d'un désir amoureux. Oui. Ça pourrait être. Mais bien sûr que ça peut être réel. Bien sûr que ça peut être. Je vais te dire pourquoi, parce que c'est pas pour la ramener, mais tout à l'heure, ne sachant pas que c'était un rêve, j'ai ressenti des sensations réelles d'un souvenir. Il a rien, mais c'est parce que c'est le deuxième verre. Non, mais il a raison, il a raison. Mais non, il faut que ce soit en même temps une fête. Le paraphrasant était la fête, mais tu as totalement raison. Si ce soir on n'a pas la possibilité de rêver à ces moments plaisants, parce qu'on n'a pas eu constamment que des histoires tristes, il y a eu des moments où il y a eu des... Heureusement, dans notre vie, on a connu ça, on a connu ce désir de l'être, et puis peut-être ce moment magique où on sait que ça va arriver, où ça s'est pas encore actualisé, mais on sait que ça va venir. Il y a quelque chose dans l'œil de l'autre qui nous fait penser qu'effectivement, à un moment ou à un autre, ce désir virtuel, eh bien, je vais pouvoir l'actualiser. Ça va être simplement de prendre la main de l'autre, mais ce sera déjà la réalisation de quelque chose. Donc je t'en prie, bois, réjouis ton âme et pense effectivement à ces moments heureux que tu as connus, et je souhaite que tu en retrouves d'autres. On est là aussi pour ça. Pour aussi peut-être se rappeler de ces bons moments qu'on a pu vivre et ceux qui nous restent encore à vivre. Alors ça m'amène, puisqu'on parlait de ça, ça m'amène à l'avant-dernier texte, contact. Contact, la figure réfère à tout discours intérieur suscité par un contact furtif avec le corps et plus précisément avec la peau de l'être désiré. Par mégarde, le doigt de Werther touche le doigt de Charlotte, leurs pieds sous la table se rencontrent. Werther pourrait s'abstraire du sens de ces hasards, il pourrait se concentrer corporellement sur ces faibles zones de contact et jouir de ce morceau de doigt ou de pied inerte d'une façon fétichiste, sans s'inquiéter. Tu vas pas comprendre après, hein, sans s'inquiéter de la réponse. Comme Dieu, c'est ça. Le fétiche ne répond pas. Mais précisément, Werther n'est pas un pervers, il est amoureux.
Il est amoureux, il crée du sens, toujours, partout, de rien. C'est ça qui est intéressant. Le fétiche est quoi? On crée... Pardon? Il y a le fétiche et... Comme Dieu, le fétiche ne répond pas. Effectivement, c'est-à-dire que le fétiche est ce qui te rappelle c'est l'objet. Oui, oui. Ou les souvenirs. Pour lui, c'est le symbole inerte, effectivement, où il y a un fétichisme, bon, il le sublime, du doigt rencontré, qui théoriquement ne dit rien, mais qui peut être générateur, effectivement, du désir, ou je dirais, peut-être appropriation de l'autre par ce simple contact, si l'autre ne refuse pas ce contact. Tout contact pour l'amoureux pose la question de la réponse, il est demandé à la peau de répondre. Il est demandé à la peau de répondre. Mais Pression de main. Amoureux. Pardon? Fragment amoureux, donc la peau ne répond pas. La peau ne répond pas. Pression de main, immense dossier romanesque, geste ténu à l'intérieur de la paume, genou qui ne s'écarte pas, bras étendus, comme si de rien n'était, le long d'un dossier de canapé sur lequel la tête de l'autre vient peu à peu reposer. C'est la région paradisiaque, des signes subtils et clandestins, comme une fête, non d'essence, mais du sens. On essaiera la prochaine fois, hein, en boîte de nuit. Hein. Charlus prend le menton, là c'est dans Proust qui le trouve, Charlus prend le menton du narrateur et laisse remonter ses doigts magnétisés jusqu'à ses oreilles, comme les doigts d'un coiffeur. Ce geste insignifiant, que je commence, est continué par une autre partie de moi, sans que rien physiquement l'interrompe, il bifurque, passe de la simple fonction au sens éblouissant, celui de la demande d'amour. C'est pas beau. Mais oui, on est amoureux de ce texte. On est amoureux. Mais je revendique cette lecture de Barthes qui me donne envie d'être amoureux. Le livre de Barthes donne envie d'être amoureux. Il donne envie de retrouver, c'est ça qui est important. Il ne décrit pas uniquement l'amour que chacun éprouve, il décrit le processus par lequel on tombe amoureux. Et c'est ça qui est merveilleux. Surtout si on est un très intellectuel, parce que... Ah ben oui, mais... Sinon, Oui, mais je ne peux pas me refaire. Hein, ça. Mais pour moi, c'est pas l'amour, c'est la fête des sens. C'est tout. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très charnel en même temps. C'est très charnel, mais ça passe par. Il y a aussi une sublimation. On est amoureux, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on le construit. Tu as raison de m'interpeller là-dessus, effectivement. Moi, ça me ferait bien d'être amoureux maintenant. Ce serait bien de trouver un objet à aimer. Tu le vis ton bouquin. On le vit, mais effectivement, c'est ça. Oui. Il y a quand même une objection, enfin moi je trouve. Oui. C'est que dans les différents temps d'une relation, le désir en question, parce qu'il parle du désir, c'est le moment de souffrance en fait. Ce qui est bien, c'est justement après. Donc pourquoi vouloir ce moment de rencontre? Oui, bon, il faut passer par là. Mais ce qui est vraiment épanouissant, c'est la suite. Donc ça, je dirais que c'est pour un homosexuel. Non, pas forcément. Sans vouloir être mauvais. Pardonne-moi, je vois la nuance, mais je ne pense pas que c'est pour un homosexuel, tout simplement, il faut faire la distinction entre le désir et le fantasme. Le fantasme, c'est le désir qui ne sera jamais assouvi. Et donc effectivement, on parle de ça, et ensuite il y a l'attente d'une réalisation qui va suivre. Sauf qu'au moment de l'attente, tu n'es jamais certain si la réalisation va suivre ou pas. Mais là, je pense qu'effectivement, dans le cas de la première lecture de Charlotte, on est plutôt dans le cas du fantasme. Mais dans les deux cas, c'est de la souffrance. Dans les deux cas, c'est de la souffrance. Mais il y a une complaisance dans la souffrance, il y a une complaisance. Je ne suis pas... Effectivement, c'est purement intellectuel, mais on peut avoir ce fonctionnement sans être homosexuel, hein, je te rassure tout de suite. Mais il peut y avoir cette satisfaction, dans le sentiment amoureux, dans le désir de l'autre. Et effectivement, une fois qu'il est réalisé, bon, c'était ça. Ben ouais, voilà, c'était ça. Effectivement, bon, là aussi on l'a connu, cette attente, ce désir, et une fois qu'il est réalisé, on dit c'était ça. Le c'était ça comme catégorie philosophique. C'était ça, tout ça pour ça. Ah bah si j'avais su. Si j'avais su. C'était ça. Mais c'était ça. Et la suite. C'est-à-dire qu'on monte en bateau. Mais tu sais, c'est ce que tu retrouves effectivement. C'est ce que tu retrouves dans la quête de Don Juan qui va de femme en femme. Alors on peut donner des tas d'interprétations au personnage de Don Juan. Mais effectivement, c'est... Tu choisis le bon exemple. Et l'inverse de Don Juan, c'est Casanova. Et là, c'est tout à fait différent.
Casanova, il passe à l'acte. il aime vraiment les femmes, tandis que Don Juan, il a peur des femmes. Il a peur des femmes. Mais pour tous les deux, effectivement, la réalisation de l'acte laisse une déception et tu m'amènes d'une façon parfaitement logique au dernier texte que je voulais vous présenter. C'est merveilleux parce que on a l'impression qu'on a répété les dialogues ensemble. Errance. Bien que tout amour soit vécu comme unique et que le sujet repousse l'idée de le répéter plus tard ailleurs, il surprend parfois en lui une sorte de diffusion du discours amoureux, du désir amoureux, pardon. Il comprend alors qu'il est voué à errer jusqu'à l'amour, jusqu'à la mort, décidément. J'aurais pas dû prendre la deuxième. Il comprend alors qu'il est voué à errer jusqu'à l'amour, jusqu'à la mort, d'amour en amour. Effectivement, c'est ce que tu disais. Comment finit un amour? Quoi, il finit donc? En somme, nul, sauf les autres, n'en sait jamais rien. Une sorte d'innocence masque la fin de cette chose conçue, affirmée, vécue selon l'éternité. Quoi que devienne l'objet aimé, qu'il disparaisse ou passe à la région amitié, de toute manière, je ne le vois même pas s'évanouir. L'amour qui est fini s'éloigne dans un autre monde, à la façon d'un vaisseau spatial qui cesse de clignoter. L'être aimé résonnait comme un vacarme, le voici tout à coup mat. L'autre ne disparaît jamais quand et comme on s'y attend. Ce phénomène résulte d'une contrainte du discours amoureux. Je ne puis moi-même construire jusqu'au bout mon histoire d'amour. Je n'en suis le poète que pour le commencement. La fin de cette histoire, tout comme ma propre mort, appartient aux autres. À eux d'en écrire le roman, récit extérieur, mythique. Merci, je crois que... Merci pour lui, surtout, principalement. Parce que je pense que ça pouvait être effectivement un moment d'échange. Moi, j'étais très content de vous proposer ce texte. Les beaux textes ne sont pas faits pour être gardés pour soi. Ils ne sont pas faits pour être gardés pour soi. Ils sont faits pour être partagés. Si on peut les partager, je trouve que ça prend... J'ai beaucoup plus de plaisir à en parler avec vous que la discussion est ouverte. Si je peux faire un commentaire. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai pensé justement à cette phrase que tu avais mis En exergue, oui. Jusqu'à la mort, d'amour en amour. Et bon, on peut parler beaucoup là-dessus, mais moi j'ai pensé justement à quelque chose qui dépasse ça, donc il ne parle apparemment pas, et on comprend bien pourquoi il ne peut pas en parler, c'est l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants. Parce que là, véritablement, il n'y aura pas d'amour en amour. On a des enfants et on sait que c'est eux et il n'y en aura pas d'autres. C'est pas éternel, mais alors, anecdotiquement, je vais quand même reprendre cette histoire parce que depuis que tu en parles, ça me fait chaque fois penser à ça. C'est que j'ai une fille qui s'appelle Dora. Et on joue toujours sur ce mot adorable. Tu vois, Dora, adorable. Et, Dora! Adorable. Et là, si tu veux, c'est quelque chose de bien concret. C'est l'amour qu'un père peut avoir pour sa fille. Sa fille, pour son fils. Non. Il y a un fils aussi. Père-fille. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. C'est en plus, mais attends, mais père-fils, c'est... Non, parce que la fille s'appelle Dora. Le fils, c'est comme Léo, Léo Ferré, etc. Mais voilà, c'est anecdotique, mais c'est l'amour pour ses enfants, il dépasse l'amour qui va d'amour en amour. Jacques, excuse-moi. Je suis d'office excusé. Il n'y a pas demandé. Excuse-moi, mais là, on ne va pas relancer, mais c'est pas le même sentiment. D'un côté, c'est l'éros, de l'autre côté, c'est l'agapé. Il y a ce fragment d'amour. C'est pas la gapée du tout. On est d'accord, on est d'accord. C'est sur le terme amour. Mais on peut être amoureux de son enfant. C'est le filios, si tu veux, mais pas la gapée. Alors là, c'est deux définitions. Donc, alors, on peut dire le filial, l'agapé, l'éros, mais c'est pas... Ah non, c'est pas l'agapé, c'est pas l'agapé, là, on n'est pas du tout dans Donc, l'agapé. c'est le filial. Oui, plutôt. Voilà. Toutes mes excuses, le verbe rouge, mais c'est pas le même sentiment. L'amour filial, l'amour le sentiment d'appartenance au clan et l'amour érotique, l'amour romantique. Donc, c'est pas comparable. Excusez-moi pour la... On est bien d'accord. L'amour érotique, c'est autre chose. On peut être amoureux de son enfant. Oui, et on... J'ai connu. J'ai connu. Alors effectivement, mais là... Non, c'est par rapport à... Oui, j'entends parfaitement ce que tu dis, mais après il y a un problème, je dirais, de recentrage sur le texte.
Ça suit pas du tout dans le bouquin. Non, c'est pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais ça peut pas être dans le bouquin parce que effectivement, comme on le disait, il n'a jamais eu d'enfant. Donc cette question pour lui ne se pose pas. La question de l'amour paternel, il ne sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Donc il se contente effectivement à des questions sur l'amour qui sont totalement différentes et qui sont en plus de ça un peu, je dirais pas marginalisées parce que ça n'apparaît pas tant que ça dans le texte. Il peut être vécu de façon un peu impersonnelle puisqu'il il est de toute façon dans le problème du discours amoureux homosexuel. Le discours n'apparaît pas comme tel, mais son expérience de vie, c'est celle-là. C'est celle-là. Et c'est aussi l'absence de relations longues, parce que le peu qu'on en connaisse de lui, il n'a pas eu 20 ans de relation avec la même personne. On n'est pas dans la relation entre le couturier, Yves Saint-Laurent et Berger. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Donc là, ce sont des relations qui sont un peu de passage. Donc tu as raison. Mais c'est un autre discours, c'est une autre thématique, c'est autre chose. C'est parce que si le titre avait été fragment du discours amoureux érotique, là, il n'y aurait pas de problème. Mais comme il dit discours amoureux, ça peut faire confusion, ou ambiguïté. C'est ça que simplement, au départ, je ne voyais pas trop. Maintenant, je vois mieux. Ah, mais un titre qui dépasse 3 mots, déjà, c'est un peu trop. Oh, ben vas-y. Non, c'est pas Commence. Bien. Mais je connais des homos qui ont des enfants. Oui. Non, mais tout est possible, effectivement. Dans mon immeuble, de plus en plus. Ils adoptent. Non. Deux couples, mariés et tout, mariés, et quasi un peu en même temps. Ils ont 60 et quelques années extra-conjugales. De toute façon, on est dans une société où tous les choix sont possibles. Donc, de toute façon. Oui, mais le discours sera le même. C'est un sentiment, de toute façon. Ah oui, bien sûr. Les relations extra-conjugales, Effectivement. hétéro ou homo, ça change. C'est exactement pareil, ça change strictement rien. Où il peut y avoir effectivement une différence, c'est effectivement dans l'amour filial. On n'est pas dans le désir, c'est quelque chose qui s'est construit qui se construit même pendant la grossesse, de toute façon, même pour un homme, même pour un père, où on construit ça avec le temps, mais on n'est pas dans ces éléments. Moi, je suis le père de 2 enfants. Il n'y a rien de commun entre le discours de Barthes et l'amour que je peux avoir pour mes enfants. Ça n'a strictement rien à voir. Et même par rapport à l'amour, je reviens même une divorce par la suite, l'amour que tu as eu avec cette femme qui avait tes enfants, qui portait tes enfants, qui a accouché de tes enfants et qui sont par la suite. Totalement. C'est là C'est le temps de la rencontre. Ce livre est un texte sur le temps de la rencontre et je dirais sur les premiers temps de l'amour. C'est le désir, c'est l'attente, c'est cette période qui est un peu magique, il faut bien le dire, où on est dans cette relation à l'autre, que l'on attend, que l'on espère. Il y a un texte que je n'ai pas lu, c'est le doute. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que je compte pour elle? Est-ce que vraiment Est-ce qu'elle pense à moi? Effectivement, on trouve des éléments. Je ne peux pas tout lire, je ne peux pas vous lire la totalité du texte, mais on trouve ça, effectivement. Et c'est ce que l'on retrouve, c'est ce qui est analysé c'est ce qui est mis en texte par Goethe dans Werther. Il se pose toujours cette question. Et d'ailleurs, c'est significatif, c'est qu'à la fin, effectivement, il se suicide quand il a la certitude de l'amour de Charlotte. C'est ça qui est intéressant. Il en doute pendant la totalité du livre, et c'est au moment où Charlotte lui dit « il faut qu'on se sépare, il faut qu'on ne se voit plus, parce qu'effectivement notre relation est devenue impossible, et je suis consciente de vous aimer », elle le dit sous une forme qui est un petit peu édulcorée, c'est au moment où elle lui fait cet aveu qu'il se suicide. Oui, il se suicide en vue de la possibilité. C'était l'impossible. Oui, mais de toute façon, il a prévu depuis le départ de se suicider. Mais c'est l'aveu de l'amour qui lui permet cet accomplissement. C'est là où c'est intéressant. C'est inspiré d'un fait réel ou c'est un roman, c'est une totale fiction? L'idée de l'amour. On s'est beaucoup suicidé à l'époque de Werther. Il y a des choses qui sont culturellement, qui sont intéressantes. On se suicide encore par amour, c'est parfaitement clair. La seule chose, c'est il y a une époque où la littérature magnifiait ça. On le trouve aussi dans la littérature russe, etc. Un homme qui se fait brûler la cervelle pour une femme. Bon,
c'est peut-être un peu moins fréquent maintenant, mais ça doit quand même continuer à exister, il faut pas rêver. Une femme abandonnée peut se suicider aussi, ou un homme de la même façon, et puis des fois on a des choses abominables, où non seulement on se suicide, mais on tue la femme et les gosses en même temps. Donc, effectivement, ce sont des choses qui existent. La différence. Pardon? Là, dans ce cas-là, ce sont les hommes qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Effectivement. Et le livre, effectivement, le livre de Goethe, il a fait un énorme scandale parce qu'il est apparu comme une apologie du suicide à ce moment-là, à la fin. Et effectivement, il a été mis à l'index par l'Église, pas l'Église catholique, parce que de toute façon, c'était en pays allemand, c'était je dirais dans une région qui était beaucoup plus protestante que catholique, mais le livre a été interdit. Il est l'apologie du suicide. Et puis, il y a eu toute une période, il y a eu peut-être plus d'une 50aine de suicides comme ça, parce que c'était devenu à la mode. On se suicidait. Alors comme Werther, en habit bleu, avec un gilet jaune et des culottes jaunes, parce que c'est la façon dont est habillé Werther pendant le... Donc il y a eu une mode, alors non seulement c'est une mode vestimentaire, c'est une mode de comportement. On pleure beaucoup à la fin du 18e. On est constamment en train de pleurer. Et puis les hommes comme les femmes, tout le monde pleure. Et puis on se suicide, parce que c'est dans l'air du temps. Pardon? Ça, c'est en plein romantisme. Dans lequel les jeunes Allemands ils se battent en duel, souvent ils sortent le suicide, parce que quand on va en duel, on sait très bien qu'il y a une part de risque majeur. Et tu le trouves effectivement de façon un petit peu prolongée dans Pouchkine. Oui, tu le trouves aussi dans Pouchkine. Un jour, je vous ferai aussi peut-être une lecture de Pouchkine. J'arrive à un âge où je découvre des classiques que je n'avais jamais osé lire jusqu'à présent. Donc je me retrouve en train de lire du Goethe, je me retrouve en train de lire du Pouchkine, et je me dis, mais mon Dieu, à côté de quoi suis-je passé? Si ce n'est que peut-être les avoir lus à 16 ans, ça m'aurait rien laissé. C'était trop tôt, c'était trop tôt. Mais il y a peu de temps, effectivement, je me suis régalé à la lecture d'Eugène Onegin. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas eu le temps de découvrir quand on avait 16-17 ans, au moment où on était en train de plancher pour avoir nos notes pour le bac ou quelque chose d'équivalent. Et puis là maintenant on a le temps. Donc on a le temps de découvrir, on a la maturité, on a le temps de découvrir effectivement la magie d'un certain nombre de textes. Et si vous le voulez bien, si ça vous intéresse, je vous propose de refaire ça peut-être dans un mois. Dans un mois, même lieu, même endroit sur d'autres auteurs. Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, quoi, c'est ça? Pardon? Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Crébillon, mais je vais vous faire découvrir Crébillon. Je vais vous faire des... Pardon? Qu'est-ce qu'il chante? Pardon? Crébillon. Ah non, mais Crébillon, ça c'est super. Ah ouais, alors on va regarder. C'est ça. Non, c'est un auteur du 18e. C'est un auteur du 18e. Donc c'est toute cette subtilité d'écriture et d'analyse des sentiments. Le 18e invente dans le roman la psychologie des personnages, ce qui ne se fait pas auparavant. La première qui le fait, c'est Madame de Lafayette dans La Princesse de Clèves, où on trouve les premières amorces d'une étude psychologique des personnages. Et effectivement, ça s'amplifie, et le 18e est un siècle où, en littérature, on insiste sur ces aspects-là. Et moi, je me suis régalé à lire Crébillon, et vraiment, je voudrais vous le faire partager le mois prochain, si vous voulez bien. Très volontiers. Merci beaucoup. Il parle de psychologie. Un qui est très versé dans la psychologie et qui a fait beaucoup de nouvelles et donc il y a beaucoup d'histoires sur l'amour, c'est Stefan Zweig. Et Stefan Zweig, quand tu dis des histoires d'amour de Stefan Zweig, on rentre vraiment dans une vraie histoire, pas sur un début d'histoire. Bien sûr. Là, mais c'est un auteur qui est beaucoup plus contemporain. Les auteurs qui m'ont été donnés de lire un petit peu par hasard, en picorant comme ça, Goethe, le Werther, c'est 1771 ou 74. Pouchkine, le Eugène Onegin, c'est 1824. Donc on a eu du temps, il y a tout le 18e qui passe. Alors tu le rappelais tout à l'heure, il y a effectivement en termes de roman psychologique, il y a Madame Bovary, donc c'est un roman clé effectivement dans la littérature française au 18e, en termes d'analyse psychologique. Mais bon, après on a continué, c'est certain. Mais à l'époque c'était une innovation. Ça n'a rien à voir, mais ça étaye le fait que l'oisiveté n'est pas forcément une... Alors tu as raison de poser cette question, parce qu'effectivement,
il faut pas bosser 16 heures par jour dans une usine ou dans une mine. C'est pas la question que se posent les personnages de Zola. Hein. Ah, c'est moi de la main. Il faut avoir du temps pour se lancer dans des trucs comme ça. Exactement. À la maison, ça même pas. C'était à la maison. C'est pas dans mon baptême. C'était la vidéo. C'est peut-être pas le sujet. Non, mais c'est légitime de le penser. Si tu tombes dans le coin. Non, mais c'est juste que quand on ne comprend rien à faire, que t'as de l'argent,